Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir suivant votre lieu d'implantation. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette cinquième session du séminaire que nous avons décidé d'organiser ensemble dans le cadre d'un renforcement mutuel de connaissances. Dans le cadre également d'un partage d'expériences. Parce que je constate que j'ai en face de moi des professionnels aguerris qui connaissent bien le monde de la finance, le monde de l'entreprise, qui connaissent également le monde de l'évaluation de projets. Donc vraiment, c'est des échanges mutuels de connaissances très modestes. Mais permettez-moi tout d'abord, avant de venir au thème, de décliner le thème, de remercier très sincèrement tous ceux qui ont eu à nous envoyer des messages. On en a tellement reçu, vraiment, je vous en remercie infiniment. Alors, c'est des messages d'encouragement, c'est des messages de soutien, c'est des messages dont l'objectif est de nous dire « nous sommes avec vous » et ça me motive davantage. Mais vous me permettrez également de ressortir deux messages parmi ces nombreux témoignages que nous avons reçus. L'un de ces messages, nous l'avons reçu de la France, de la part d'un entrepreneur. Vraiment, il a utilisé des mots tellement justes, des mots qui sont allés directement dans notre plus profond et des mots vraiment qui nous ont beaucoup touchés. Je voudrais également remercier et manifester ma très profonde gratitude à ceux-là également qui sont aux États-Unis, qui ont proposé à votre modeste serviteur de faire partie d'un grand groupe de réflexion portant sur comment améliorer les initiatives en Afrique. Honnêtement, ça également, ça m'a beaucoup touché. Et je vous en remercie infiniment. C'est un ancien cadre de la Banque mondiale qui a cette initiative et qui a décidé de nous y associer. Encore une fois, merci à tout le monde. Alors, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui portera sur le promoteur. C'est un thème très important parce qu'au départ, je vous avais dit très honnêtement que les banquiers préféraient ce qu'on appelle des projets en extension-modernisation plutôt que les greenfield, les startups ou bien les projets en création. Alors, aujourd'hui, nous allons présenter le promoteur et ses aspects juridiques, les aspects organisationnels. Il est évident que nous avons opté pour des échanges de durée moyenne pour ne pas avoir à vous lasser. C'est pourquoi la question financière sera traitée lors de la prochaine session. Alors, lorsque vous envoyez un dossier à un bailleur de fonds spécialisé dans le développement, il faudra bien maîtriser l'historique de votre société. Je viens d'où, je vais où? Surtout, je viens d'où? Parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements dans la structure de votre société. Il faut le rappeler avant d'en arriver à là où vous êtes. Il faudra également dire clairement quand est-ce que vous avez été créé. Quel est votre statut? Est-ce une SARL? Est-ce une société anonyme? Est-ce également une entreprise individuelle? C'est très important. À ce niveau, il faut savoir que les banquiers du développement souvent ne regardent pas souvent les entreprises individuelles. Ne regardent pas également les SARL. Et c'est normal parce que ces banquiers du développement ayant des montants minimums
de financement de l'ordre de 1 million de dollars, eh bien, voudront quand même une structure juridique extrêmement efficace. C'est pourquoi, souvent, ils jettent leur dévolu sur ce qu'on appelle les sociétés anonymes. Donc, si vous avez un dossier en cours, essayez de voir comment vous pouvez passer d'une SARL à une société anonyme. C'est important. Alors, il faut également avoir des statuts à jour, parce que si vous n'avez pas des statuts à jour, là, ça va être un peu difficile. Parce que beaucoup de gens oublient de réactualiser leur statut. Il faut réactualiser vos statuts. Alors, l'autre chose, c'est le capital social. D'abord, avant d'en arriver au capital social, c'est l'objet de votre société. Là aussi, il faudrait faire attention parce que des gens, beaucoup de promoteurs qui sont dans le domaine de l'agro-business et qui veulent aller vers un projet qui concerne des équipements, pourraient quand même voir leur dossier être rejeté parce qu'ils ne sont pas dans l'objet même pour lequel la société a été effectivement créée. Donc il faudra veiller à ce qu'il y ait une concordance entre l'objet de la société et l'objet du projet que vous voulez promouvoir et dont vous êtes en train de rechercher le financement. Donc j'en viens au capital social. Alors, le capital social, il est important. Lorsque vous décidez de saisir un bailleur de fonds spécialisé dans le développement, présentez toujours la structuration du capital. C'est-à-dire, qui sont les actionnaires, vous pouvez le mettre dans un tableau, quel est le montant du capital pour chaque actionnaire et quel est le pourcentage du capital. Bien évidemment, il est important que ce capital-là soit fixé à un montant minimum important par rapport à vos ambitions. Parce que vous ne pouvez pas chercher un prêt de 1 milliard et puis vous retrouver avec un capital de 500 000 ou de 1 million. Ce serait un peu dommage. Et ça va être rejeté automatiquement. Alors, ce capital-là, l'idéal est qu'il soit totalement libéré pour montrer que les actionnaires ont fait des efforts et que vous êtes en train de collecter des moyens importants pour pouvoir mener à bien votre projet. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, sur cette notion de capital libéré. Parce que beaucoup de gens ont des capitals souscrits, mais finalement, ils ne font pas des appels et finalement, c'est du papier. Donc, il faudra toujours veiller à ce que ce capital-là soit effectivement libéré. Alors, par ailleurs, je voudrais également dire ceci. Beaucoup de gens ne veulent pas augmenter leur capital pour des raisons financières, ce qui est tout à fait normal parce que vous savez, les frais de notaire sont trop élevés. Mais on verra, lorsqu'on verra la partie relative au financement, qu'il y a la possibilité de constituer une partie en capital et le gros, on peut le mettre dans ce qu'on appelle les comptes courants associés. Mais ça, on y reviendra, ce sera un thème qui sera vers la fin. Alors, si vous avez des filiales, il est important que vous les présentiez aussi, parce que ça fait partie du groupe, ça fait partie de l'entreprise. Maintenant, j'en viens à l'organisation. Alors, l'organisation, d'abord, il faut distinguer l'organisation interne, et cette organisation interne doit être matérialisée par un organigramme, et puis vous pouvez avoir ce qu'on appelle des intervenants extérieurs qui viennent vous appuyer. S'agissant de l'organisation interne, l'organigramme, il doit être très clair, expressif. Sinon, les bailleurs de fonds ne savent pas avec qui ils vont travailler. Alors, cet organigramme-là, ce qui est important de préciser, c'est qu'il faut le décliner par rapport aux dispositions de l'OHADA. Vous pouvez avoir l'Assemblée générale des actionnaires, parce que je vous ai dit qu'il faut qu'on travaille dans la mouture d'une société anonyme. Donc, l'Assemblée générale des actionnaires, c'est la première étape, le premier sommet. Et vous savez que cette Assemblée générale
des actionnaires est également un organe extrêmement important parce que c'est eux qui approuvent les comptes, c'est eux qui nomment le commissaire aux comptes, c'est eux qui nomment les administrateurs, eh bien, c'est eux également qui fixent les dividendes, qui répartissent les bénéfices. Donc, c'est important que, dans un premier temps, que vous puissiez vous arrêter là. Ressortir également la déclaration de patrimoine des principaux actionnaires. Alors, également, montrer que c'est des gens qui ont une certaine puissance financière, si c'est le cas, parce que c'est des aspects qu'on verra également dans ce qu'on appelle les garanties. Ensuite, vous allez présenter le conseil d'administration. Le conseil d'administration est un organe également très important, parce que c'est l'organe qui va un peu superviser le travail de la direction générale. Et là, il est important d'insister sur la technicité de ce conseil d'administration, parce qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut vraiment que les administrateurs soient, j'allais dire, des cadres aguerris, parce que le conseil d'administration sera appelé à traiter de beaucoup de choses également dans la société, de contrôler les activités du directeur général et de la direction générale. Et le conseil d'administration peut agir en toutes circonstances, mais cela également dans le cadre de l'objet social. Alors, donc, il est important que les CV de ces administrateurs-là soient remis à la banque pour que la banque puisse effectivement statuer sur leur technicité et leur capacité à analyser les dossiers. Ensuite, vous avez également la direction générale. La direction générale, c'est important parce que le directeur général, en général, c'est lui qui a les pouvoirs de gestion. Vous devez avoir son CV, donner son CV parce que son profil est important. Ensuite, l'organigramme doit également décrire, j'allais dire, les postes, les organes qui s'occupent du contrôle, qui s'occupent du contrôle tel que l'audit, tel que également le contrôle de gestion. En général, nous, on préférait souvent, enfin moi personnellement, dans mes analyses, dans mes évaluations de projets, je préfère toujours que ce soit rattaché à la direction générale plutôt qu'à la direction financière, pour des raisons stratégiques évidentes, parce que c'est pour assurer un meilleur contrôle et pour assurer une certaine indépendance. Maintenant, le reste, c'est vraiment des directions des départements techniques, commerciales, direction commerciale, direction technique, direction administrative et financière, etc. Mais tout ça, ça dépend également de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité et de la vision des dirigeants. Mais à chaque fois, il faudra préciser les compétences disponibles, parce que ce sont ces compétences-là qui doivent permettre de voir si l'entreprise effectivement peut tenir ou pas, si le projet a des chances de succès ou pas. Donc ça également, c'est un élément important au niveau de la direction générale. Alors, à ce niveau, ce qu'il faut retenir, qui me paraît important, c'est que il faut une séparation nette et entière entre les fonctions d'administration et les fonctions de gestion. Parce que dans beaucoup d'entreprises, on mêle les deux et c'est souvent un paramètre de rejet du dossier. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait veiller à ce que chacun puisse respecter ses fonctions, qu'il y ait vraiment des séparations entre les fonctions d'administration et les fonctions de direction. Je me rappelle avoir eu à travailler sur des dossiers où c'était des motifs de rejet, parce que la frontière était tellement fluide entre les deux, on ne savait plus qui était administrateur et qui était également, j'allais dire, gestionnaire. Je connais également une institution où les administrateurs étaient tellement inféodés au directeur général que finalement, c'était du copinage. C'était du copinage. Les administrateurs
régler leurs propres problèmes en mettant la pression sur, sur le dirigeant qui utilisait la caisse de l'entreprise pour eux, de manière un peu en cachette, si je puis m'exprimer ainsi. Résultat, cette société-là avait eu des difficultés et malheureusement n'avait pas pu remplir correctement ses missions. Maintenant, j'en arrive à la question relative aux organes de contrôle externes. Ça peut être, vous savez, il y a le commissaire aux comptes qui est un organe extérieur. Il faut choisir un bon commissaire aux comptes. Parce qu'il est là pour vous aider. Donc, il faut choisir un bon commissaire aux comptes. On reviendra sur la question financière lors de la prochaine session. Sur certains métiers techniques, vous avez intérêt à recourir à l'assistance technique ou au partenariat technique. Mais sachez que c'est un élément très important pour la banque, ça. Parce qu'il y a certains métiers, vous n'avez pas la technicité. N'ayez pas honte de vous dire, moi je vais aller vers des gens qui savent. Ça peut ne pas être des étrangers, bien entendu. Parce qu'à chaque fois que vous dites assistant technique, les gens pensent effectivement à des Européens, à des Occidentaux. Non, vous pouvez en trouver là où vous voulez, mais que ce soit des gens compétents. Alors, donc, l'organisation interne, l'organisation externe. Maintenant, il faut que vous ayez des procédures très bien huilées, des procédures fiables, des manuels de procédure. C'est très important d'en disposer. Il faudrait également que l'activité formation soit une activité pérenne au niveau de votre société. Parce que des fois, vous allez dans une société, il y a des métiers qui sont un peu négligés. Je pense par exemple au métier de standardiste. Et pourtant, Dieu sait que c'est des métiers très importants parce que les clients peuvent venir, mais être bloqués à ce niveau-là. Parce que il n'y a pas une culture d'entreprise, il n'y a pas une culture de succès. Donc, il faudra veiller à ce que le personnel soit très bien formé. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir réellement atteindre l'excellence. Et, à ce niveau également, je pense qu'il ne faut pas négliger la question du bilan de compétences. Parce que le bailleur de fonds qui va venir évaluer votre dossier, c'est quelqu'un qui sera extrêmement outillé. Parce que d'habitude, les bailleurs de fonds se déplacent au moins avec 4 personnes. Vous avez le juriste, vous avez le financier, vous avez les techniciens et l'environnementaliste. Et des fois même, ils ont recours à des experts étrangers. Si je dis étrangers à la banque, qui viennent apporter leur expertise. Donc là, il faudra vraiment avoir des vis-à-vis qui puissent vraiment répondre aux sollicitations de ces bailleurs de fonds. Je crois que ça également, c'est des aspects extrêmement importants. Donc, nous avons vu l'organisation interne, nous avons vu l'organisation externe, nous savons que les procédures sont très importantes. Nous savons également que la question des compétences et de la formation, c'est des questions également très importantes. Ensuite, maintenant, c'est seulement après avoir réglé ces problèmes que vous devez présenter votre patrimoine. Parce que lorsque vous avez un patrimoine qui est là, la banque saura que vous ne partez pas du néant. Et ce patrimoine-là, c'est ce qui sera utilisé également pour les questions relatives à la garantie de l'investissement, la garantie du prêt, parce que ça peut être des nantissements d'équipement, ça peut être également des hypothèques sur le patrimoine foncier. Mais ça, effectivement, c'est des choses que vous allez pouvoir voir. Donc, il est important également de présenter le patrimoine de l'entreprise. C'est fondamental à ce stade-là. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les bailleurs de fonds, en général, lorsqu'ils viennent, ils viennent avec des termes de référence. Ils vont rencontrer la direction générale. Lorsqu'ils viennent vous voir, ils vont vouloir regarder votre plan stratégique. Et puis, ils vont vouloir également revoir si les dirigeants maîtrisent le plan stratégique. Donc, il faudrait là aussi qu'un travail soit fait pour une bonne maîtrise du plan stratégique de l'entreprise avant qu'ils ne viennent.
Alors, moi je me souviens également avoir eu à évaluer beaucoup de dossiers. Mais en général, j'avais deux tuyaux qui me permettaient tout de suite, dès que j'arrive, le premier jour, de savoir si c'est un bon dossier ou pas. Mais ça, c'est l'expérience qui le montre. Si vous venez dans une entreprise et que vous voyez que la première session de prise de contact, les dirigeants ne sont pas là ou certains ne sont pas là, sachez que c'est un projet qui ne va pas réussir. Ça, c'est un tuyau que je voudrais donner. Le deuxième tuyau, c'est que, en général, lorsque vous venez dans une entreprise et que vous voyez que les toilettes ne sont pas très bien entretenues, c'est de petits détails. Mais souvent, c'est qu'après, il y aura effectivement des problèmes en ce qui concerne le bon remboursement du crédit. C'est des choses que j'ai pu expérimenter effectivement pendant ma période d'évaluation de projet. Alors, enfin, il est important que nous puissions faire rapidement un tri des documents en général demandés par la banque. La banque, avant de venir, va vous demander les statuts, va vous demander les statuts actualisés bien entendu, va vous demander l'organigramme, va vous demander les procédures, va vous demander l'organigramme, va vous demander également les CV des dirigeants. Donc ça, c'est des choses qu'il faut préparer dès maintenant lorsque vous allez solliciter un prêt. Parce que là, effectivement, ça vous permettra d'être fonctionnels une fois qu'ils seront chez vous, parce que vous aurez déjà transmis l'ensemble de l'information et il faut que ce soit de l'information sincère et vérifiable. En conclusion, je dis simplement qu'il faudra faire attention à plusieurs choses. Il faut que ce soit une société anonyme. Il faudrait également que les statuts soient actualisés. Il faudrait qu'il y ait une certaine compétence en interne, que les profils soient conformes avec le niveau d'activité. Il faudrait des organigrammes clairs et des procédures claires. Et également, il faudra avoir un patrimoine correct pour pouvoir convaincre le bailleur que vous ne partez pas de rien du tout. Et enfin, sachez que sur tout ce que je viens de dire, il peut y avoir effectivement des bailleurs de fonds dont le rôle est de financer sous forme de subvention la mise à niveau des organisations. Renseignez-vous, mais également de financer les études lorsque vous aurez à vous y lancer. Encore une fois, merci. On arrive à la fin de cette session. Ça a été plus long que d'habitude parce que c'était un point très important. Alors, je me tiens à votre disposition au cas où vous aurez besoin de compléments d'information. Vous aurez des questions à poser. Je suis joignable au 00 221 77 245 0758. Merci et à très bientôt. Au revoir.